L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je présente une critique express. C'est quoi une critique express? En fait, je vais vous présenter un jeu en moins de 6 minutes. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir si c'est dans vos cordes. Le jeu que je vous présente aujourd'hui, Chaos in the Old World. Chaos in the Old World est un jeu designé par quelqu'un de connu. Donc le designer, Eric Lang, a produit beaucoup de jeux au courant des dernières années. Ce qui est amusant avec ça, c'est que Chaos est sorti en 99. Donc le jeu a presque 20 ans. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a mal vieilli. En tant que tel, ça a servi un peu de base à des jeux comme Blood Rage ou Rising Sun, en utilisant un peu le concept justement de petits personnages sur un plateau de jeu. Donc quand on regarde Chaos in the Old World, on est porté à croire que, bon, ça va être un gros jeu de combat, on va déplacer nos figurines, on va lancer des dés. C'est vrai, mais pas tout à fait. Parce que Chaos in the Old World se démarque parce que justement, il y a un côté très euro, donc un mécanisme de carte vraiment agréable. En gros, c'est quoi le topo de Chaos? C'est très simple. On est des dieux, des méchants dieux, et on veut détruire l'humanité. Ouais, le pitch de vente est assez radical. Donc, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va essayer de corrompre l'humanité. Donc, on va placer des troupes sur le plateau de jeu, on va les déplacer, on va essayer d'anéantir les autres joueurs, mais chaque personnage, chaque dieu a un agenda bien propre à lui à remplir. Ça veut dire que chacun des personnages, donc des joueurs, va avoir une façon complètement différente de jouer et de pouvoir gagner aussi. Parce que, grosso modo, le jeu, il y a plusieurs façons de gagner. On peut gagner soit par les petites roulettes. Donc, chaque joueur, comme je disais, a des choses à faire. Il va réussir à rouler une petite roulette chaque fois qu'il va réussir son petit objectif. Puis, le joueur qui a fait le plus d'objectifs dans un tour va avoir un petit tournage de roulette de plus. On peut gagner la partie en tournant notre petit trou. Mais également après, on peut également gagner la partie avec le nombre de points. Donc, si jamais personne n'a gagné avec la roulette, on regarde les points. Si un joueur dépasse 50 points à ce moment-là, il va être déclaré victorieux. Aussi, si jamais il n'y a plus de cartes de ruine, donc si jamais les joueurs vont justement corrompre différentes provinces, mais si jamais il n'y a plus de cartes de ruine parce qu'il y a trop de provinces qui sont corrompues, la partie va se terminer également, puis c'est le joueur avec le plus de points qui va gagner. Et la dernière façon de mettre fin à la partie, c'est si l'humanité gagne. Ah non, la méchante humanité. Donc si jamais on réussit à passer un certain nombre de tours, donc il va y avoir des événements qui vont se faire, puis selon le nombre de joueurs, ça va être variable, à ce moment-là, c'est l'humanité qui va gagner et tous les joueurs vont avoir perdu. Parce qu'on ne va pas avoir fait notre travail de méchant dieu, de détruire l'humanité. Donc, comme j'expliquais, la symétrie des peuples était quelque chose d'absolument génial. Parce que ça fait en sorte que chacun va se balancer d'une certaine façon. Le problème, ce que ça amène, c'est que le fait que ce soit un jeu de 3 à 4 joueurs, il faut vraiment idéalement être 4 joueurs. 5 avec l'extension qui rajoute un nouveau peuple, mais le jeu, si jamais il manque un peuple, il va manquer quelque chose. Donc, un des dieux principaux, puis souvent le dieu que les gens vont le plus accrocher au départ, c'est le dieu Khorne, qui se trouve être le dieu de la guerre, le dieu de la violence, le dieu du sang. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se battre avec les autres joueurs. Donc, son but à lui, son objectif, c'est justement de gagner le plus de batailles possible. Et l'avantage qu'il va faire, c'est que c'est très facile pour lui de pouvoir essayer d'avancer, puis pouvoir essayer de faire ses choses, parce qu'il va gagner justement ses points en battant les autres. Les autres joueurs vont devoir essayer de corrompre différentes régions, se placer différemment. Ça veut dire que les autres joueurs vont devoir faire attention de ne pas se mettre dans le chemin de ce dieu-là, parce que sinon, il va gagner des points, il va gagner ses tournants de petites roulettes très rapidement, et c'est très facile pour lui de gagner. Les autres joueurs vont devoir faire attention, puis essayer de se reculer, puis essayer de générer le moins de conflits possible avec celui-là. Donc, on a tous une petite guerre un peu contre ce dieu-là, qui se trouve être le dieu souvent, bon, comme je disais, je dis facile, mais c'est pas nécessairement facile, parce qu'un coup qu'on comprend le concept, puis qu'on comprend son but à lui, les autres joueurs vont reculer un peu, puis ils vont faire plus attention de ne pas générer des conflits inutiles. Comme j'expliquais, la symétrie des peuples est vraiment fantastique. Une autre chose vraiment agréable avec le jeu, c'est que, comme j'expliquais, bon, oui, il y a des mécanismes de combat avec des dés, mais il y a aussi un mécanisme qu'on va pouvoir jouer des cartes. Donc, la base même du jeu, bon, à chaque tour, on a des points de pouvoir qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir soit envoyer des créatures sur le plateau de jeu ou encore jouer différentes cartes. Chaque province a 2 petits espaces où on peut jouer des cartes, puis on peut les jouer absolument n'importe où sur le plateau de jeu. Ça va venir changer un peu la donne. Donc, ça se peut que ça donne de la défense supplémentaire aux personnages qui sont là. Ça se peut que ça fasse aussi en sorte que, on ne puisse pas se déplacer ou que ça amène des unités. Il y a plein de choses. Puis comme j'expliquais, chacun des peuples a un deck individuel qui fait des choses différentes. Il y a Tzeentch, un des peuples, que lui, il va avoir beaucoup de cartes qu'il va pouvoir jouer pour pouvoir manipuler les choses, mais au final, au combat, il ne sera pas très fort. D'autres joueurs vont essayer de corrompre
rompre différentes sections du plateau pour essayer de marquer plus de points. Quand je parle de corruption, c'est que l'unité la plus faible qu'on a, ça se trouve être des cultistes qui vont essayer de répandre la mauvaise nouvelle un peu partout et essayer de répandre le chaos. À la fin de chaque tour, les cultistes vont laisser tomber des jetons de corruption. Puis, lorsqu'on est rendu à un certain nombre de jetons de corruption, la province va s'écrouler. Ça fait en sorte que la province est ruinée, on marque beaucoup de points, donc c'est une autre façon de compléter la partie. Qu'est-ce que je pense de Chaos in the Old World? En fait, je trouve que le jeu est vraiment génial parce que oui, il va chercher un côté Ameritrash avec les dés, il va chercher un côté euro avec les cartes, le design est bien fait, la symétrie des plots est vraiment géniale, le jeu est vraiment complet. C'est difficile à sortir parce que ça prend absolument 4 joueurs à mon avis et il faut aussi que les joueurs comprennent un peu leur but. Donc c'est un jeu qui gagne à être joué pour que les peuples sachent un peu leur place et leur travail à faire. Mais sinon, Chaos in the Old World est un jeu absolument génial. Je vous le conseille. Puis, dans mon livre à moi, il mérite la note de 5 sur 6. Donc, c'est un excellent jeu et je jouerai à peu près n'importe quand si j'ai la bonne table pour le faire. Donc, c'était Sylvain pour les Critiques Express et on se dit à la prochaine.